Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc pour ce webinaire spécifiquement adressé aux communes, particulièrement aux communes vaudoises. On va parler aujourd'hui de pénurie, de risque d'approvisionnement et surtout de mesures possibles déjà prises ou encore à prendre pour faire face à la situation actuelle. Ce webinaire est organisé par Romande Énergie, mais en lien avec les autorités cantonales, l'état-major cantonal de conduite, le MCC, qui est avec nous et qui va d'ailleurs commencer la première présentation. Peut-être avant que tout le monde se lance dans le vif du sujet, peut-être une note de contexte. On s'approche de l'hiver avec un hiver qui risque de voir arriver une pénurie d'énergie, d'électricité particulièrement. Le risque est connu depuis ce printemps, cet été. Des actions ont déjà été lancées au niveau de Berne, au niveau des cantons, au niveau des entreprises, au niveau des particuliers et bien sûr aussi au niveau des communes. Et c'est de celles-ci dont on va parler ce soir. On aura l'occasion de faire le point finalement sur les structures mises en place pour faire face à cette crise, les rôles de chacune et chacun dans cette structure et puis bien sûr les mesures à prendre pour assurer la continuité du service public et puis de l'approvisionnement en cas de pénurie ou de risque concret, réel et immédiat de pénurie. On va d'abord commencer par laisser la parole aux autorités vaudoises ce soir avec le MCC, la DIREN, la protection civile. Puis dans un second temps, ce seront Philippe Corbeau et Nicolas Eknauer, qui sont nos experts réseau et communes, qui prendront la parole pour expliquer un petit peu le rôle de Romande Énergie dans ce contexte. Je ne vais pas rajouter plus de temps et rallonger ces présentations. On gardera, sachez, les questions pour la fin. Vous pouvez par contre toutefois les poser d'ores et déjà dans le chat. On va les récupérer. On répondra à certaines par écrit, d'autres en live par oral à la fin, sur une quinzaine de minutes environ. On verra un petit peu le temps qu'on a à disposition. Et je vous rappelle donc que ce webinaire est enregistré et que vous l'aurez dans la semaine par email. Je propose de laisser dans un premier temps, comme promis, la parole aux autorités vaudoises qui vont un petit peu nous expliquer la structure et les actions mises en place du côté de l'état-major cantonal de conduite pour faire face à cette pénurie. Le micro et la salle est à vous, messieurs, dames. Parfait. Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, Patrick Lambert, je suis l'un des chefs d'état-major de cette MCC, donc l'un des subordonnés de M. Denis Froidevaux, qui vous a déjà présenté lors d'orientation préalable le contexte cantonal. Le but de cette présentation ici est de faire en quelque sorte un rappel et pour certains aspects, comme justement la situation énergétique, une petite actualisation par rapport aux données que vous aviez déjà reçues à l'occasion. J'imagine bien entendu que certains d'entre vous n'étaient pas présents à cette orientation-là. Donc, c'est le but ici, soit de faire une sorte de refresh pour ceux qui avaient participé ou d'éclairage pour les autres qui n'étaient pas présents. Juste à titre indicatif, un certain nombre de personnes sont ici disponibles du côté de l'état-major cantonal de conduite afin de répondre aux éventuelles questions que vous auriez sur la conduite au niveau de l'état de Vaud. Par la suite, c'est notamment au niveau des intervenants Madame Aline Claire pour la direction de l'énergie au niveau de la DGE du canton, respectivement Monsieur Patrick Sautier, qui est également l'un des chefs d'état-major de notre MCC, Monsieur Claude Borloo, qui a également une fonction d'officier chez nous à l'MCC et qui s'occupe principalement des districts des communes à l'heure actuelle, Monsieur Thomas Burcher, qui travaille au commandement de la protection civile cantonale, qui s'occupe notamment de la préparation du concept PRU. Et puis, PRU, pour ceux qui n'auraient pas encore, qui ne seraient pas familiers avec ce terme, c'est ces fameux points de rencontre d'urgence. Et enfin, pour prendre note des éventuelles demandes juridiques, nous avons également une représentante de notre cellule juridique en la personne de Madame Émilie Marini. Voilà ici pour les personnes présentes à disposition pour vous donner les éclairages nécessaires. On va passer juste à l'étape suivante, qui est le sommaire de la présentation, avec pour but ici, comme je l'ai indiqué, de faire l'état actuel de la situation au niveau énergétique à ce jour, respectivement de faire ce rappel sur le fonctionnement de crise de l'État, le planning d'attention pour justement la mise en place des mesures préparatoires et anticiper ce qui pourrait survenir, et également quelques éléments complémentaires en termes de points de contact. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires au niveau cantonal. Et puis, on passera, mais ceci au terme de la présentation de Romande Énergie, sur vos questions. Voilà ici pour le sommaire.
On passe au slide suivant. Je cède ici pour la situation générale énergétique la parole à Madame Aline Claire, de la direction de l'environnement, volet énergétique. Aline? Oui, bonjour, merci Patrick. Mesdames, Messieurs les représentants des communes, je vous remercie d'être ici ce soir. J'en ai peut-être déjà rencontré certains d'entre vous lors des réunions avec les communes, mais je vais vous parler ou vous, disons, reparler de notre appréciation générale au niveau de la situation pour l'approvisionnement d'électricité pour l'hiver à venir. Donc, un des éléments de base qu'il faut avoir en tête, c'est que notre consommation d'énergie et d'électricité en particulier, elle est plus élevée durant le semestre d'hiver que durant le semestre d'été. Ça s'explique assez naturellement par des besoins en éclairage, en chauffage plus importants. On se tient aussi beaucoup plus à l'intérieur que durant la saison, la belle saison. Donc, ça engendre justement des besoins de ventilation, d'éclairage, de chauffage de ces espaces-là. Ce qui fait qu'au niveau de la Suisse, on est dans une situation où la Suisse importe de l'électricité durant la période d'hiver, alors que nous en exportons durant la période d'été, qui est la période durant laquelle nos barrages fonctionnent le plus. Ce qui fait que chaque année, on est amené à importer plus ou moins d'électricité durant l'hiver. Ça dépend principalement de la rigueur de l'hiver. Est-ce qu'on fait face à un hiver particulièrement rigoureux au niveau des températures ou plutôt clément? Nos importations, elles proviennent principalement de deux pays voisins. D'une part, la France, grâce à son parc nucléaire, et d'autre part, l'Allemagne, qui utilise des centrales à gaz pour produire son électricité durant cette période-là. Et ces deux pays voisins pourraient être amenés à avoir des difficultés à produire suffisamment d'énergie, d'une part pour leur marché, mais aussi pour l'exportation. Alors, pour le côté français, l'explication, elle tient à l'état de son parc nucléaire. Toute une série de réacteurs connaissent des problèmes de corrosion. EDF est en train de faire les réparations nécessaires. Néanmoins, le programme de redémarrage qui a été annoncé il y a quelques semaines connaît déjà quelques retards dans le planning de redémarrage. Il y a aussi sur certains réacteurs des grèves qui retardent ces travaux. Donc, on n'est pas sûr de pouvoir compter sur un parc nucléaire français, disons, au plein de ses capacités durant tout l'hiver. Du côté de l'Allemagne, le problème réside dans le fait que les centrales à gaz allemandes étaient approvisionnées jusqu'à l'hiver passé par du gaz russe qui arrivait via de plusieurs gazoducs, mais en particulier par le gazoduc Nord Stream 1. Et puis, cet approvisionnement en gaz russe est quasiment réduit à néant. Donc, il y a des approvisionnements en gaz alternatifs qui se mettent en place, mais les centrales à gaz allemandes qui produisent l'électricité ne sont pas sûres à 100% de pouvoir produire autant d'électricité que les années précédentes. S'ajoute à cela une capacité ou une volonté des pays voisins à exporter de l'électricité au cas où ils auraient eux-mêmes des problèmes d'approvisionnement qui est un peu limité. Et ça explique la situation dans laquelle on se trouve, c'est-à-dire de ne pas être sûr de pouvoir avoir assez d'avoir assez d'énergie électrique pour couvrir l'entier de nos besoins durant tout l'hiver. Après, on n'est pas à l'abri d'incidents ou d'accidents ou de sabotage liés cybersabotage ou sabotage tout court sur des infrastructures énergétiques en Suisse ou en Europe, mais qui pourraient impacter la Suisse. Slide suivant. Est-ce que vous passez le slide suivant? Voilà, parfait, merci. Alors ici, on a une appréciation de la situation électrique pour tout l'hiver, c'est-à-dire jusqu'à la fin du mois de mars. Et ça vous montre les paramètres que nous suivons au sein de l'état-major cantonal de crise pour évaluer la situation le plus précisément possible et en fonction des différentes périodes de cet hiver. Alors, les paramètres qu'on suit, c'est évidemment l'évolution des températures. On a des données, des prévisions à moyen long terme qui nous indiquent que l'hiver devrait être plus chaud que la moyenne, au moins jusqu'à fin décembre. Ensuite, les prévisions pour les 3 premiers mois de 2023 ne sont pas encore disponibles ou sont très, très peu fiables.
Nous suivons également la disponibilité du parc nucléaire suisse. De ce point de vue-là, tout semble au beau fixe pour l'entier de l'hiver. Le deuxième paramètre, c'est le remplissage des barrages hydroélectriques qui représentent la première source de production électrique en Suisse. Et là, disons, les barrages, ils ont un cycle durant lequel ils se remplissent jusqu'au milieu de l'automne, jusqu'en octobre. En octobre, ils sont à leur point de remplissage le plus élevé et ensuite, ils se vident graduellement durant tout l'hiver pour être au plus bas en février-mars. Et donc là, toute la question réside de savoir est-ce qu'on va beaucoup ou peu consommer et combien d'eau va rester dans les barrages en février-mars, qui pourrait être la période critique. Donc c'est pour ça qu'on estime que février-mars, on l'a placé en rouge, car c'est une période, disons, chaque année, c'est la période où les réserves hydroélectriques sont à leur plus bas. Au niveau des capacités d'importation, c'est-à-dire les lignes haute tension qui nous relient à nos pays voisins, là, elles sont toutes en état de fonctionner en pleine capacité. Au niveau de la ressource en Allemagne, eh bien, c'est comme je vous l'ai expliqué précédemment, la question est, est-ce que l'Allemagne, à la fin de l'hiver, aura encore suffisamment de gaz pour faire fonctionner ses centrales à gaz? Là, on a quelques doutes parce que c'est à ce moment-là aussi que les stocks de gaz européens arriveront au bout de leur capacité. Pour le parc nucléaire français, la situation est un peu inverse. On est dans le rouge maintenant parce que le programme de redémarrage des centrales ne se déroule à quelques retards sur le planning prévu. Et puis, on espère que toutes les équipes de révision pourront remettre ces réacteurs nucléaires sur le réseau français et pourront par conséquence être prêts à exporter vers les pays voisins dans la Suisse. Les capacités d'exportation allemandes et françaises, nous les suivons aussi, parce qu'on est vraiment dépendant en cas de vague de froid de ces capacités d'importation. Et finalement, le dernier paramètre que nous suivons, c'est les prix d'électricité. Et là, ils sont très élevés. Et pour les 3 premiers mois de 2023, ils sont encore plus élevés. C'est le signe que nous sommes déjà dans une situation de pénurie, certes, une pénurie pas grave, mais quand même une pénurie dans laquelle il n'y a pas assez d'électricité à des tarifs, disons, acceptables, qui est disponible sur le marché. C'est principalement dû au fait, cette hausse de prix, elle est due au fait que le gaz, qui était traditionnellement un vecteur énergétique qui était utilisé pour produire de l'électricité, il était très bon marché et il permettait de produire de l'électricité très bon marché. Et maintenant, cette production-là, qui est faite avec les centrales à gaz, elle est très, très élevée parce que les prix du gaz ont pris, comment dire, sont 3 à 4 fois plus élevés que ce qu'ils étaient il y a une année. Et donc, ils entraînent les prix de l'électricité qu'on doit acheter maintenant vers le haut. Donc voilà, donc l'état de la situation, c'est que la situation est sous contrôle actuellement, mais elle peut se péjorer pour les mois principalement de février-mars 2023. Voilà. Dernier slide, enfin le prochain pour ma part. Voilà. Et donc là, je vous présente le scénario sur lequel on travaille au sein de l'EMCC. Ce n'est pas une prévision, c'est le scénario qu'on a construit pour se préparer à un cas de pénurie grave. Donc, on estime qu'une pénurie sérieuse à grave durerait 12 semaines. Et puis, quand vous voyez là les semaines 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 12 qui sont mises, ce n'est pas la première semaine de 2023, c'est la première semaine à partir duquel le fameux plan austral de gestion d'une pénurie d'électricité se déclencherait. Donc, en cas d'activation de ce plan-là par la Confédération, on passerait d'abord par des appels formels des autorités fédérales pour des économies d'énergie pendant 3 semaines. Ensuite, le Conseil fédéral mettrait en œuvre des restrictions d'utilisation. Ça veut dire que certains usages
serait interdit. Ici, on pense à l'interdiction des escalators, interdiction de chauffer, d'utiliser des jacuzzis chauffés à l'électricité. Si ces mesures-là ne suffiraient pas, on passerait à la phase des contingentements qui toucherait uniquement les consommateurs qui consomment plus de 100 000 kWh par an. Donc, c'est les consommateurs, notamment ceux qui ont accès au marché libre de l'électricité. Et là, ces consommateurs-là, on leur demanderait disons, de réduire leur consommation d'un pourcentage par rapport au même mois de l'année précédente. Par exemple, on dirait en février 2023, vous devez consommer 10% ou 20% de moins qu'en février 2022 et ils doivent réussir à moins consommer sur un mois. Et si ces mesures ne suffisent pas, on passe à la mesure la plus radicale dans le cadre du plan de gestion de la pénurie, c'est les mesures de délestage, c'est-à-dire qu'on organise des coupures zone par zone. Zone par zone, disons, tous les clients sont coupés et ne reçoivent plus l'électricité pendant une période de 4 heures. Et ensuite, l'électricité est rétablie pendant 4 ou 8 heures. Et donc, c'est ça qu'on appelle le délestage. C'est un cycle de coupure tournante disons, on peut dire quartier par quartier, mais la détermination exacte des zones, elle est réalisée en fonction de l'état du réseau électrique et ce qui est possible et pas possible de couper. Voilà, ça c'est le scénario sur la base duquel tout le travail du canton, notamment dans le cadre de l'état-major cantonal de crise, est fait pour se préparer. Et c'est notamment les préparations les plus radicales, elles ont lieu au cas où un délestage arriverait, parce que ce serait une mesure qui impacterait très fortement toute la société. Ce qu'il est aussi important de dire, c'est que la situation est critique pour cet hiver, mais elle sera aussi critique pour l'hiver prochain 2023-2024, parce que la situation en termes d'approvisionnement en gaz continuera à être tendue et probablement aussi en matière d'électricité. Voilà, et maintenant je passe la parole à mes collègues de l'EMCC, messieurs Lampert et ses collègues. Parfait. Merci Aline pour cette présentation. Donc, vous l'aurez tous compris, la situation en termes énergétiques est préoccupante et on ne peut pas éluder le fait que les scénarios, même les plus délicats ou les plus critiques, surviennent. C'est pour ça qu'au niveau de l'organisation cantonale, le Conseil d'État a donné des missions qui sont celles que vous voyez apparaître ici à l'écran, à savoir développer la résilience des infrastructures et services essentiels. Là, on parle véritablement d'éléments qui sont vitaux, respectivement d'accompagner les changements de comportement de la population à travers une stratégie de communication, mais également au profit des entreprises et globalement au sein de l'administration cantonale. Vous avez également une mission qui a été donnée en termes de plan de soutien à l'économie, avec une étude qui est en cours à ce niveau-là pour soutenir les besoins de l'économie qui devrait faire face aux situations de crise. Ensuite, il y a aussi également une volonté d'améliorer la souveraineté énergétique du canton. Et ça, c'est bien entendu quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Sur cette notion de durée, vous l'avez entendu, la situation va nous occuper cet hiver, mais nous préoccuper aussi pour l'hiver prochain, enfin celui de l'année prochaine, éventuellement au-delà. Donc, toutes les mesures que l'on prend maintenant ont pour vocation de faire face dans la durée à ces différentes situations qui pourraient survenir. On passe au slide suivant. Bien entendu, l'administration cantonale vaudoise n'est pas l'MCC. L'MCC elle-même a reçu cet état-major des missions qui sont notamment d'aider à prendre les mesures de préparation avec les services concernés par les services essentiels qui sont représentés ici, à savoir les prestations de conduite et d'engagement, de santé, de sécurité publique, d'information à la population, de mobilité, d'approvisionnement et les aspects en lien avec l'environnement et le patrimoine. Bien entendu, ici sont considérées des prestations qui sont absolument essentielles. On ne parle pas de l'intégralité des services qui sont usuellement délivrés à la population. On se concentre véritablement ce qui permet à la population de garantir l'essentiel et bien entendu finalement de protéger ses bases d'existence. On passe au slide suivant. Donc ici, de manière déclinée, les missions
qui ont été attribuées à l'EMCC sont de coordonner la gestion d'événements majeurs. C'est pour ça notamment qu'on a besoin des communes pour faire remonter de l'information, mais aussi pour en diffuser à la population dès lors que les systèmes de transmission de liaison usuelle ne pourraient plus fonctionner ou dysfonctionneraient, seraient en mode dégradé. Ensuite, autre mission, c'est de sauvegarder la vie et l'intégrité physique des personnes en lien avec les domaines essentiels dont j'ai fait mention juste avant, de maintenir et rétablir la sécurité et les prestations de santé, de maintenir la production des biens de première nécessité, d'en assurer l'approvisionnement, également au niveau des services qui sont considérés comme essentiels à la vie des personnes, mais à la vie des animaux également. C'est aussi un des focus que nous avons à l'heure actuelle. Et plus globalement, de préserver l'environnement et le patrimoine. Sur le volet environnemental, c'est notamment par rapport au risque de pollution. Et puis le patrimoine, bien entendu, pour pouvoir s'assurer que nos enfants puissent encore avoir tous ces éléments-là dans le futur. Ensuite, on passe au slide suivant. Pour ce faire, pour mettre en place ces missions, il y a une organisation qui a été designée, avec bien entendu comme pilote le Conseil d'État. Ensuite, l'organe de crise, dont le chef est M. Denis Froidevaux. Et puis, cette instance, cet organe de crise, est ce qu'on appelle l'état-major cantonal de crise, abréviation EMCC. De manière à pouvoir toucher et délivrer l'information jusqu'à la population, si les systèmes de communication ou de transmission venaient à s'interrompre, on doit pouvoir avoir une relation de proximité. C'est pour ça que le chef de l'EMCC a souhaité, avec validation du Conseil d'État, que l'on ait des dispositifs jusque dans le niveau des communes. C'est pour ça qu'il a été demandé à ce que les communes disposent à minima d'un piquet d'alarme ou d'alerte, respectivement pour ceux qui ont une certaine criticité, une certaine taille critique et certaines prestations essentielles à délivrer, qu'elles disposent également d'une cellule de crise. De manière à pouvoir aussi jouer cette courroie de transmission dans un mode dégradé, il a été souhaité d'avoir aussi un découpage par district. C'est pourquoi vos préfets ont été mandatés pour également mettre en place une cellule de crise préfectorale, et c'est votre lien direct dans ce système, ce dispositif de réponse de l'EMCC. Bien entendu, nous avons également dans les mesures de coordination un certain nombre d'autres partenaires au niveau de l'ACV, mais également au niveau des autres cantons, et nous assurons le lien avec la Confédération qui finalement est le pilote dans le cadre de la gestion de la crise potentielle à venir. Voilà ici pour l'organisation, on passe au slide suivant. Au niveau du planning d'attention, ce slide vous a déjà été présenté. Bien entendu, comme je viens de l'indiquer, le pilotage de l'événement qui pourrait survenir en lien avec pénurie ou panne d'électricité est normalement piloté par la Confédération. Pour ce faire, la Confédération a une organisation avec une équipe dédiée qui est désignée sous l'appellation Austral. La Confédération, comme le dispositif Austral, ont différents niveaux de montée en puissance. Le canton a souhaité s'aligner sur ces niveaux en mettant en place d'abord un dispositif dit infra-ORCA qui a pour but de préparer la situation ou les situations qui pourraient être critiques. Dès lors que nous passons dans une situation avérée de pénurie, voire de panne d'électricité, nous sommes dans les niveaux 3 et 4 au niveau confédération et nous basculerions dans le plan de l'organisation catastrophe du canton. Et le but là ne serait plus de préparer, mais de mettre en œuvre les réponses aux situations d'impact qui surviendraient. Au niveau des communes, nous avons besoin de vous, au niveau des districts et des communes elles-mêmes, avec un lien direct avec la population, lien de proximité. C'est pourquoi nous vous demandons, si possible, d'avoir un certain niveau de préparation, déjà depuis le 1er décembre, avec cette mise en place de cellules de crise préfectorale, et puis au niveau des communes, de disposer à minima d'un service de piquet et idéalement encore d'une cellule de crise. Voilà ici pour cette organisation et cette planification d'attention. Là, petit élément complémentaire par rapport à ce qui vous avait été présenté jusqu'ici et par le chef MCC préalablement, nous avons ici quelques précisions, à savoir qu'il vous a été demandé de développer vos plans de continuité d'activité, le but étant de définir en fonction des différents scénarios et des différentes mesures
qui pourrait amener à la dégradation des prestations, de déterminer comment vous allez fonctionner, et c'est le but de ces plans de continuité d'activité. Il vous est demandé de faire ces préparatifs jusqu'à mi-décembre, date à laquelle les préfets devraient recevoir vos plans de continuité, en faire l'appréciation et vous aider, vous accompagner s'il y a encore des ajustements à faire. Ensuite, au niveau des districts eux-mêmes, l'état-major cantonal de conduite va aider les préfets à mettre en place l'infrastructure de conduite de ces cellules de crise, former également les appuis aux préfets pour pouvoir remplir leur mission dans ce contexte-là. Ceci va démarrer là, et vous le voyez à l'écran, à partir de la semaine 48 du calendrier de cette année, à savoir à partir de la fin du mois de novembre et ensuite sur le mois de décembre. Jusqu'au mois potentiellement de janvier 2023, puisque là, on veut véritablement que le système soit en capacité de répondre aux différents défis qui pourraient se poser. Il y a également le volet points de rencontre d'urgence. Vous avez été informé sur cet aspect-là. Les points de rencontre d'urgence sont un dispositif qui a été prévu par la Confédération pour l'ensemble des cantons. Ce n'est pas un dispositif qui a pour vocation d'être uniquement à destination de la situation pénurie et pas d'électricité, mais de s'inscrire dans la durée. On peut avoir d'autres situations qui nécessiteraient que la population se rende sur un point défini, soit pour être évacuée, soit pour recevoir des informations et encore plein d'autres choses. C'est quelque chose qui se veut à terme pérenne. Donc, c'est dans ce contexte-là, dans cette perspective-là, que vous devez le considérer. Bien entendu, il y a une forme d'urgence. C'est pour ça qu'on en parle maintenant et qu'on doit déjà mettre en place une première solution. C'est pour ça que le concept est développé à l'heure actuelle, va vous être livré. Les éléments de formation qui seront nécessaires, notamment aux moyens de transmission, formation Polycom et remise du matériel, notamment la signalétique qui est nécessaire, vous sera délivré au début de l'année prochaine, entre janvier et février, voire mars 2023. Voilà ici pour le planning d'attention avec quelques éléments de détail. On peut passer au slide suivant. Voilà ici, comme on avait 15 minutes et qu'on a déjà débordé sur le temps à disposition, encore deux références pour les informations. Vous pouvez bien entendu obtenir des compléments au niveau de la Confédération par le biais de la hotline qui a été mise en place au niveau confédéral, à savoir le 0800 005 005. Que vous voyez à l'écran. Et puis, au niveau cantonal, nous avons mis en place tout récemment une hotline qui répond aux citoyens, aux entreprises, mais également aux communes. Et le numéro de téléphone, vous le voyez affiché ici, le 058 611 11 71. Et il y a bien entendu aussi une adresse email où vous pouvez adresser vos questions, à savoir penurie.hotline@vd.ch. Sans éluder aussi les pages web qui sont destinées sur la page web du canton, à savoir vd.ch pénurie. Vous aurez aussi toute une série d'informations et la foire aux questions pour celles qui ont déjà été posées et obtenu réponse. Voilà ici pour les différentes informations. J'en ai terminé et je serai à disposition avec mon équipe pour les questions une fois la présentation de Romande Énergie terminée. Je cède la main à Romande Énergie. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces présentations. Je vous laisse couper votre micro pour éviter un éventuel larcène ou des choses comme ça. Merci pour toutes ces présentations, notamment la structure et les actions au niveau cantonal. Je pense que du coup, la transition est toute faite pour parler de la situation du côté de Romande Énergie. Où en est-on de ce risque de pénurie? Quelle est la situation aujourd'hui, au 15 novembre? Et puis, comment se déroulera cette mise en place du plan Austral, si mise en place il devait y avoir jusqu'à l'étape 4? Pour ce qui est des questions, effectivement, il y en a eu qui sont arrivées déjà dans le chat, on y répondra tout à l'heure. J'ai vu aussi quelques mains qui se levaient tout à l'heure. Je vous rappelle juste que le chat est à disposition, c'est la petite bulle conversation en haut de votre écran. Vous pouvez écrire tout ça et on prendra par écrit tout à l'heure, ça évitera qu'on se marche les uns sur les autres avec des questions. Je laisse la place maintenant à Nicolas Ecknauer, qui est donc responsable de l'exploitation du réseau chez Romande Énergie, qui va pouvoir nous expliquer un petit peu de manière plus technique ce qui se passe aujourd'hui exactement. Merci.
Donc, Nicolas Knauer, donc moi je m'occupe de la partie australe, la romande énergie, de son mise en application et de son suivi. Donc, je ne vais pas tout vous refaire le plan de situation qu'a très bien fait les partenaires d'état-major cantonal de conduite et qui on travaille, et également partenaires du DIREN au niveau de l'État de Vaud. Donc, effectivement, nous, on se prépare à une situation qui reste tendue pour l'approvisionnement énergétique hivernal, avec passablement de facteurs non maîtrisés, non maîtrisables. Et au niveau du point de vue austral, l'organisation australe nous demande également de se tenir prêt à activer les différents scénarios possibles. Donc moi, je vais plus profiter des 15 minutes pour vous parler un peu plus en détail du plan austral, pour peut-être un rafraîchissement pour certains et des nouveautés pour d'autres. Aujourd'hui, la situation d'approvisionnement, elle reste tendue. Et au niveau austral, qui est l'organisation mandatée par le Conseil fédéral à l'Association des électriciens suisses, elle a 4 niveaux de préparation à disposition. Un niveau 1 dans lequel on est, bien qu'on est à cheval entre un niveau 1 et un niveau 2, vous verrez pourquoi. Le niveau 1, c'est le niveau qui reste en permanence, où la tâche de l'approvisionnement économique du pays ainsi que du transporteur national, c'est de vérifier les stocks qu'il y a à disposition et de mettre en alerte si on arrive vers une situation de pénurie, ce qui est le cas aujourd'hui. Si on voit qu'une situation de pénurie arrive, on va passer dans un niveau de disponibilité 2. Ce qu'on a gentiment commencé à faire, ce n'est pas de manière officielle, c'est de l'appel au grand public à économiser l'électricité. Donc ça, c'est la tâche des autorités de le faire. Nous, on soutient bien évidemment cette démarche avec aussi des campagnes de communication, des webinaires d'explication pour tout ce qui est économie d'électricité. Ça, c'est le niveau de disponibilité, ce qu'on appelle 2. C'est un appel volontaire à économiser l'électricité. Si cet appel ne suffit pas, et l'approvisionnement économique du pays, dans ses calculs, voit que la situation reste tendue et devient menaçante pour l'hiver, elle va mettre en application des ordonnances sur la gestion électrique, des ordonnances fédérales qui sont en cours de rédaction, où on espère avoir des informations un peu plus détaillées pour la fin du mois de novembre, des consultations plus précisément. Et ce serait la mise en application de ces ordonnances dans le niveau de disponibilité 3. Parce que ces ordonnances, il va manquer quelques détails de toute façon qui arriveront au moment de basculer dans le niveau, on va dire, des obligations. Et le niveau des obligations est le niveau 4, qu'on va passer bien sûr en détail, qui a, elle, 3 sous-niveaux, qui sont la partie obligations et restrictions de consommateurs, la partie contingentement, qu'a commencé à expliquer Madame Claire, et puis la partie délestage, qu'on va descendre un peu en profondeur. Donc la phase actuelle, c'est la phase 1 avec un début de phase 2 avec des sensibilisations aux économies d'électricité. C'est clair que lorsqu'on va passer officiellement la phase 2, cette sensibilisation, elle va se renforcer encore plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a déjà une partie fédérale, une partie cantonale de certains des acteurs de ce marché de l'électricité. Et en phase 2, on va renforcer un maximum cet appel à l'économiser où on estime une diminution de 5% de la consommation. Ça reste sur une base facultative. On voit qu'il y a déjà certains décrets qui demandent et obligent certaines réductions de consommation aux certains consommateurs. La phase 3, c'est celle que j'expliquais avant, c'est la partie rédaction des publications des ordonnances. Donc ça vient du Conseil fédéral et on descend à l'approvisionnement économique du pays. Et après, on va les faire appliquer via la Commission australe dans l'ensemble des gestionnaires de réseaux de distribution. Il y aura bien évidemment, même si elles sont publiées pour consultation à la fin du mois de novembre, une deuxième phase où on va recevoir des informations complémentaires. On ne va pas savoir aujourd'hui combien on a besoin de pourcentage de contingentement en février ou mars 2023. Donc cette information arrivera de toute façon au dernier moment. Et ce qui touche vraiment plus l'ensemble en termes d'obligations des communes et de l'ensemble des consommateurs pour certaines phases, c'est que la première phase consiste sur une base obligatoire
des interdictions, restrictions pures et simples de certains types de consommateurs, style des saunas, des jacuzzis, des piscines, des climatisations. Donc, c'est une liste non exhaustive et la liste sera définie clairement à la mise en œuvre de l'ordonnance. Elle sera rédigée par le Conseil fédéral et l'approvisionnement économique du pays. Et nous, dans cette phase, le gestionnaire de réseau de distribution ne va rien faire hormis appliquer pour elle-même les interdictions et restrictions. Dans la phase 2, si on voit cette phase 1 ne suffit pas, après analyse et suivi des mesures, la phase 2, c'est celle qui va toucher les gros consommateurs. C'est le contingentement. Le contingentement, on va passer d'une potentielle réduction d'environ 15% à arriver à 20 à 35% potentiellement d'économie globale. Le contingentement touche les gros consommateurs. Qu'est-ce qu'un gros consommateur? C'est vraiment une personne qui consomme plus de 100 000 kWh par année et ou qui est au marché libre. Ça veut dire qu'une fois, elle a consommé plus de 100 000 kWh, elle est passée dans le marché libre, elle a peut-être diminué sa consommation, mais vu qu'elle reste dans le marché libre, elle est concernée par la phase du contingentement. Le contingentement, concrètement, le gestionnaire de réseau de distribution va recevoir l'ordonnance, comme l'ensemble de la population, sur l'application du contingentement et l'ordonnance va dire un pourcentage, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50% d'économie avec un mois donné. Par exemple, le mois de mars 2023. Donc, nous, ce qu'on va faire en tant que gestionnaire de réseau de distribution, vu qu'on a accès à certains types de données, on va aller chercher l'ensemble des consommateurs qui ont plus de 100 000 kWh. On va aller chercher leur consommation de février-mars, principalement mars, si le mois de mars est concerné, 2022. On va appliquer le contingent, donc une réduction de 10, 15, 20, etc., des pourcentages qui est demandé dans l'ordonnance pour le mois de février 2023 et on va donner cette masse mensuelle au gros consommateur qui, lui, sera responsable de ne pas dépasser son quota. Et à la fin du mois, le gestionnaire de réseau de distribution va pouvoir télé-relever les consommations, regarder s'il y a eu des violations ou non du contingent demandé et le devoir, c'est après de remonter ces violations à l'organe austral qui les remontera à l'AEP, l'approvisionnement économique du pays. Et après, les différentes sanctions seront définies dans les ordonnances. C'est des sanctions à titre pénal. Si ce contingentement ne suffit toujours pas, la dernière et ultime mesure qu'on va dire l'AEP, l'approvisionnement économique du pays austral, vont essayer de repousser un maximum, c'est le délestage tournant. Comme déjà décrit dans passablement de séances pour les communes, le délestage cyclique, il est critique pour l'ensemble de l'économie. Il va toucher tout type de consommateur, peu importe sa criticité et son endroit, hormis certaines exceptions qu'on pourra parler tout à l'heure. Donc, le délestage cyclique, c'est aussi une base obligatoire. Là, elle est gérée par le gestionnaire de réseau de distribution et à deux phases possibles, le 33% d'économie ou le 50% d'économie. Donc, le 33%, ça va être 4 heures de coupure pour 8 heures d'approvisionnement. Et le 50%, si le 33 ne suffit pas, ça va être 4 heures de coupure pour 4 heures d'approvisionnement. Et c'est cyclique. 4 heures, 4 heures, 4 heures, 4 heures. Le rôle du GRD, c'est de préparer ces plans de délestage, c'est de préparer les outils pour gérer ce délestage. Et puis, dès qu'il y a la publication de l'ordonnance, c'est de mettre en œuvre ces délestages. Donc, un délestage, il est programmé sur une semaine, mais peut durer 2, 3, 4, voire plus de semaines. Dans les scénarios les plus crédibles sur lesquels on se base, c'est exactement les mêmes qu'on a avec la partie du canton de Vaud, du DIREN, c'est sur 2 semaines de délestage. À chaque fin de semaine de cycle de délestage, le groupe va être coupé 1 heure de moins pour permettre de décaler les heures. C'est afin que pas toujours le même groupe soit délesté de par exemple de 4 heures du matin à 8 heures. On va le décaler chaque semaine. Après, ça sera de 3 heures à 7 heures. Après, de 2 heures à 6 heures, afin que sur un mois, il ait fait le décalage de 4 heures. Le début du délestage va seulement être connu au dernier moment
quand on va recevoir l'ordonnance. Le dernier moment, ça veut dire qu'on devrait être averti entre 2 et 5 jours à l'avance. Donc, on va pouvoir avertir la population en 2 et 5 jours à l'avance également. Et c'est pas avant qu'on saura à quelle heure et quel jour ça commence. L'ensemble des blocs, bien évidemment, sont automatisés pour le gestionnaire de réseau de Romande Énergie, parce que c'est plus de 360 départs à ouvrir et à fermer toutes les 4 heures. Donc, c'est un énorme travail. Et le temps de passage d'un bloc à l'autre, par exemple, si vous êtes dans le bloc vert qu'on voit sur le slide au niveau 33% de réduction, pour passer de vert à bleu, ça va être un maximum de 30 minutes entre chaque bloc pour appliquer ces délestages. Pour bien comprendre où se situe le délestage, il se situe dans ce qu'on appelle les postes de distribution de la haute tension à la moyenne tension. Il ne se situe pas dans les stations de transformation que vous pouvez voir dans les différents quartiers, villes ou villages, qui fait ce qu'on appelle de la moyenne tension à la basse tension, en sachant que la basse tension, c'est ce qui arrive à l'intérieur des différentes maisons. Il se fait vraiment au début de cette longue artère moyenne tension, parce que c'est à cet endroit-là qu'on a les télécommandes à distance pour pouvoir effectuer les délestages. Et derrière une de ces artères moyenne tension dans le réseau, c'est des milliers de clients. Et puis, c'est des dizaines et des dizaines de stations moyenne tension, basse tension. Généralement, une artère peut alimenter 2, 3, 4, 5 communes à la suite. Donc, c'est pour ça aussi que structurellement, il est difficile de faire des exemptions délestage pour les infrastructures critiques. Si on parle d'infrastructures critiques, il y a des dérogations pour le délestage. Là aussi, elles ne sont pas exhaustives parce qu'elles doivent être décrites dans l'ordonnance précisément. Mais on y retrouve pour le délestage uniquement les hôpitaux, les pompiers, les services pénitentiaires, les eaux usées, etc. Mais c'est pour autant que cela soit techniquement faisable. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir sortir cette charge du plan de délestage sans laisser les autres alimenter. Et c'est pour ça qu'il est très difficile de sortir ces consommateurs critiques. Si on les sort tous, ces consommateurs critiques, et qu'on ne se préoccupe pas des autres consommateurs et qu'on les laisse alimenter, le délestage n'aura plus l'effet escompté. Et si les délestages ne fonctionnent pas, on pourrait par la suite, la dernière étape, c'est la panne globale d'électricité. Et ça, on aimerait encore plus l'éviter qu'un délestage, croyez-moi. Pour expliquer un peu ces exemptions, parce que c'est souvent un sujet de discussion dans les différentes communes ou des différentes infrastructures critiques, on a un exemple ci-dessous. Est-ce que j'ai un pointeur laser? Voilà, exactement. Donc ici, dans le départ, on a le départ justement dans ce fameux poste haute tension, moyenne tension, avec ces fameuses artères que je vous expliquais avant. On a des départs. Et à 50%, on doit couper la moitié de la charge. Donc, on voit une artère qui a le vu qui est alimentée et il y a plusieurs stations moyenne tension, basse tension, avec des villas, des villes derrière et des infrastructures critiques. Si on a une infrastructure critique directement rattachée au poste, on va pouvoir la laisser alimenter d'un cycle à l'autre parce qu'elle est toute seule. Si on a une infrastructure qui se trouve, on va dire, en bout d'artère moyenne tension, une artère moyenne tension qui est liée à une autre artère moyenne tension, on pourra basculer cette charge critique d'une phase à l'autre. Donc, on va pouvoir la sortir et l'exempter du délestage. Par exemple, la police ici. Si on regarde la télécommunication, qui est une infrastructure essentielle et critique lors d'une gestion de crise, elle est au milieu d'une artère de distribution. Et quand l'artère est coupée, on n'arrive pas à l'isoler ou à la basculer sans laisser d'autres clients alimentés non critiques et mettre en danger l'ensemble du concept du délestage. Donc, du coup, elle sera coupée comme les autres différents consommateurs. Et ça, c'est vraiment important à comprendre de pourquoi on n'arrive pas à sortir certains éléments critiques, tout en sachant que tous ces éléments critiques qu'on voit ici sont raccordés directement en moyenne tension. Donc, sur des stations de remontée d'énergie avec des clients, c'est généralement des très gros consommateurs.
Voilà pour ma partie, pour aller un petit peu plus dans le détail des règles et puis des devoirs du GRD dans des plans de contingentement et mesures australes diverses et variées. Merci pour cette, présentation, ce point de situation d'un point de vue, électrique. Maintenant, la question qui arrive, c'est vrai qu'on s'est fait peur jusqu'à maintenant, donc la question qui arrive, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir éviter tout cela? On a Philippe Corbeau qui va pouvoir, répondre, à cette question. En partie, je vais même le mettre en évidence, pour que tout le monde le voit bien, voilà. Comment éviter tout cela? Est-ce qu'il y a des mesures qui peuvent être prises? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà été prises? Et surtout, est-ce qu'il y a des next steps, des choses qu'on peut faire encore un petit peu plus pour éviter d'en arriver à cette phase 4.3 qui, est problématique pour absolument tout le monde. Oui, merci Martin pour la transition. Puis effectivement, on va essayer de se projeter dans des aspects un peu plus positifs pour éviter d'en arriver là et de voir concrètement quelle est la marge de manœuvre qu'ont les communes pour éviter d'en arriver là. On a vu les différentes phases australes que Nicolas nous a très bien présentées, ainsi que l'impact que ça peut avoir. Donc, dans cette dernière partie de webinaire, on souhaitait revenir plutôt sur les recommandations que l'on peut faire pour les communes, les recommandations en amont, avant que la crise de pénurie soit avérée, et puis aussi comment faire face aux différentes phases contraignantes d'Austral. Et puis en fin de présentation, c'est de se projeter sur les hivers prochains, parce que vous l'avez compris, si on passe cet hiver, il faudra passer aussi les prochains. Donc c'est comment se préparer aussi sur ce long terme pour rendre son territoire plus résilient à ces aspects de pénurie énergétique. Je voulais revenir dans un premier temps sur une étude qui était sortie, une étude de l'OFEN en 2019 en lien avec les données énergétiques au sein des communes. Et puis il était fait le constat suivant sur les plus gros postes de consommation au sein des administrations publiques, au sein des communes. Donc c'était l'éclairage public qui représente un poste important. Il y a l'eau aussi, on n'y pense pas souvent, mais en fait l'eau consomme de l'électricité pour faire tourner des stations de pompage, des stations d'épuration, tout ce qui touche à l'arrosage, voire les piscines. Donc voilà, la consommation d'eau a son impact aussi sur la consommation d'électricité. Les bâtiments communaux, évidemment, avec tout ce qui touche au chauffage, l'isolation, c'est un poste important. Pour les communes qui ont des piscines ou des patinoires ou d'autres infrastructures sportives, ça peut jouer aussi un rôle sur les postes de consommation et les dépenses financières énergétiques. Et puis enfin, la flotte de véhicules. Alors, flotte de véhicules, là, on est plus sur des carburants, on n'est pas sur des combustibles ou sur de l'électricité. Mais enfin, voilà, c'était pour montrer les différents points où les collectivités ont des dépenses principales en lien avec l'énergie. Alors l'idée maintenant, c'est de voir quelles sont les actions à entreprendre tout de suite, dès maintenant, pour, comme vous l'avez compris, économiser le maximum d'énergie pour éviter de se retrouver dans ces phases plus contraignantes de contingentement et de délestage. Donc là, on est en lien avec la première phase d'Austral, où on serait dans des demandes de réduction des consommations. On a tous vu la campagne du Conseil fédéral. Je ne voulais pas revenir sur cette campagne. Je voulais plutôt mentionner deux organismes qui ont édité, publié des listes de mesures et de recommandations à l'intention des villes suisses, c'est le cas de l'Union des villes suisses, et puis la conférence des directeurs cantonaux qui a aussi émis quelques semaines après ces recommandations. Vous les retrouverez en lien dans cette présentation, le détail de ces mesures. Moi, ici, je vous les ai compilés de façon condensée en reprenant les trois sujets principaux que sont bâtiments publics, l'espace public et puis des mesures générales de sensibilisation à l'intention des différents acteurs. C'est des mesures qu'on a souvent déjà beaucoup entendues, mais je pense que c'est nécessaire de rappeler au niveau des bâtiments, le chauffage représente un poste de consommation très important. Donc c'est clair que c'est des consommations d'énergie, c'est pas forcément de l'électricité, ça peut être aussi gaz et mazout, mais comme c'est lié en termes de risque de pénurie, je pense que c'est important de pouvoir aussi diminuer son chauffage dans les bâtiments en fonction des usages de ces locaux et des pièces. On peut aussi jouer sur les courbes de chauffage sur la semaine, inclus les week-ends. L'eau chaude, sur des bâtiments, peut-être qu'il est possible de supprimer l'arrivée d'eau chaude sur les bâtiments. C'est le moins nécessaire, en fait. C'est aussi une réduction possible de consommation d'énergie. Et puis, peut-être de diminuer la température qu'un réservoir d'eau doit atteindre pour fournir cette eau chaude.
Et puis pour les communes qui ont des piscines, bah, c'est aussi de jouer sur la réduction de température de l'eau des bassins. Donc voilà, sur le volet, on va dire, chauffage, on sait que l'économie de baisser d'un seul degré, ça permet de réduire jusqu'à 6 voire 7% d'énergie. Et puis toujours, si on reste dans les bâtiments, alors au-delà du chauffage, il y a l'éclairage des bâtiments qu'on peut réduire dans les bâtiments de service en fonction de leurs usages. On peut aussi diminuer l'intensité des sources lumineuses ou recourir à des capteurs pour allumer seulement en cas de nécessité. Et puis évidemment, en dehors des heures de travail, ben, autant que possible, éteindre tous les appareils qui consomment de l'énergie. Il s'agit peut-être de petites consommations, mais c'est tous ces petits gestes, ces petites démarches qui peuvent cumuler, contribuer à significativement diminuer les consommations. Si on sort des bâtiments, puis on se rend dans l'espace public, ben, on pense principalement à l'éclairage, qui est un sujet sensible et d'actualité dans les communes, mais les communes ont la main sur leur éclairage public. Il est possible de jouer avec les niveaux d'intensité, voire même des extinctions sur certains tronçons pendant la nuit, tout en privilégiant évidemment la sécurité. Et c'est un poste important, on l'a vu dans les dépenses financières des communes et en termes de consommation aussi. L'éclairage public a un rôle fort à jouer sur ces demandes de réduction. On parlera après plus en détail sur le remplacement des lampes, de l'éclairage public. Au niveau de l'espace public, cette fois, les bâtiments, l'extérieur des bâtiments, les vitrines, tout ce qui est enseigne lumineuse, c'est aussi un sujet d'actualité, vu le décret qui rentre en vigueur aujourd'hui. Je vous en dis quelques mots juste après. Et puis les illuminations de Noël, alors elles ne sont pas concernées par ce décret. Là, les illuminations de Noël, c'est le choix, et c'est libre aux communes de faire comme elles veulent pour les limiter, les laisser en place ou les interdire. Mais voilà, l'enjeu est plutôt ciblé au niveau des bâtiments, de l'éclairage extérieur des bâtiments, des vitrines et autres enseignes lumineuses. Donc vous l'avez sûrement appris, hein, le Grand Conseil a adopté au début du mois ce décret. Ça concerne donc les bâtiments non résidentiels ainsi que les enseignes commerciales. L'entrée en vigueur, c'est aujourd'hui, 15 novembre, pour une durée a priori jusqu'à fin avril, mais qui pourrait être prolongée selon les besoins. Et c'est les communes qui ont la main là-dessus pour le mettre en œuvre, l'appliquer et surveiller que ce soit bien respecté. Le décret explique clairement les possibilités d'amende, d'avertissement qu'elle peut faire auprès des personnes concernées par ce décret. Et puis le dernier volet des mesures qui sont publiées par ces organismes que j'ai mentionnés tout à l'heure, c'est des mesures de sensibilisation visant à soutenir l'objectif de la Confédération de réduction de hauteur de 15%. Donc évidemment, il s'agit en tant que commune de sensibiliser ses collaborateurs, mais aussi la population dans son devoir d'informer, de sensibiliser ses habitants. Et il est important que la commune, qui a un relais direct auprès des habitants, puisse communiquer, sensibiliser et préparer sa population. Il en est de même pour les entreprises locales qui pourraient être concernées fortement par tout ce qui touche au contingentement et de maintenir un dialogue avec ces entreprises. Et puis finalement, c'est sur les propres bâtiments publics, c'est d'envisager des processus pour optimiser la consommation des bâtiments, de regarder ça avec les personnes en charge de l'exploitation Donc voilà les mesures qui sont recommandées sur les bâtiments, l'éclairage et ces mesures de sensibilisation pour éviter d'arriver aux premières phases contraignantes de Austral qui concernent des interdictions d'usage qu'on a mentionnées avant. Ça peut être les jacuzzis ou autres appareils qui seront connus seulement une fois les ordonnances publiées. Moi, je souhaitais passer directement aux phases plus contraignantes qui concernent les communes grandes consommatrices. C'est le contingentement. Donc, ça concerne évidemment pas toutes les communes, mais ça concernerait les communes qui ont des points de consommation supérieurs à 100 000 kWh ou qui sont sur le marché libre. Donc, selon les communes, ça peut être des points de consommation liés à des stations d'épuration, éclairage public, le chauffage à distance ou des infrastructures scolaires, par exemple. Dans ce cas-là, pour se préparer, ce qu'on recommande, c'est de bien connaître, en fait, d'identifier les points de consommation concernés.
Par rapport à ça, vous avez reçu l'automne passé ainsi qu'un rappel cet automne-ci, les points pour les communes concernées, les points de consommation qui seraient concernés par un contingentement, histoire de vous aider à identifier ces lieux de consommation. Ce qu'on recommande par la suite, c'est aussi d'accéder à votre portail, le portail collectivité, pour accéder aux courbes de charge. Histoire d'analyser un peu les courbes de charge et puis après de voir aussi les différents processus de vos installations et de projeter sur des scénarios de réduction de 10, 20 ou 30% et de voir en fait quelles sont les répartitions des différents flux énergétiques et de voir où c'est que vous pourriez agir en cas de demande de réduction de... Tout ça dans le but de rédiger un plan d'action pour être prêt le jour où la demande arrive concrètement. Et puis, si cette mesure ne suffit pas, eh ben, il sera, comme vous l'avez compris, demandé de passer dans les délestages cycliques, phase qui concernerait cette fois tout le monde et puis qui aurait des conséquences massives sur l'économie et la société. On n'a évidemment pas envie d'arriver à cette phase-là, mais autant se préparer et se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire si ça arrive. À nouveau, c'est pour les communes qui ont des infrastructures comme stations de pompage ou stations d'épuration ou autre, ça peut vraiment être très très délicat à gérer. Dans ce cas-là, il faut se préparer en ayant identifié ces infrastructures critiques et puis voir quels sont les impacts humains ou sur la sécurité des installations, tout ce qui est lié aux données, savoir un peu qu'est-ce qui se passerait si tout d'un coup, pendant 4 heures, ces installations ne sont plus alimentées. Il faut aussi déterminer le processus qui serait pour maintenir ça en place. Alors, la solution du groupe électrogène, on voit qu'elle a aussi sa limite. C'est des solutions qui arrivent à saturation, vu le marché des groupes électrogènes et leur disponibilité. On est actuellement sur des délais d'attente très très longs. On parle déjà de janvier, même sans garantie pour obtenir des groupes électrogènes. Donc, ça fait partie de la solution, mais ça ne va pas non plus tout régler. Puis la communication à la population, de sensibiliser, de déjà préparer la population sans être alarmiste évidemment, mais de dire voilà qu'est-ce qui se pourrait passer en cas de délestage. Dans tous les cas, on recommande des mesures de préparation avec un mini kit de survie sans être alarmiste, mais être simplement préparé avec voilà, un autoradio à pile, une radio à pile ou d'aller écouter la radio dans l'auto. Les lampes torches, avoir de l'eau à disposition et différentes mesures que je n'ai pas listées ici, mais que vous retrouverez toutes dans une liste de questions-réponses qu'on a sur notre site et je vous donnerai les références en fin de présentation. Donc voilà en fait les différentes mesures en amont et puis comment se préparer à ces différentes phases. Vous le voyez, c'est pour passer cet hiver-là. Maintenant, l'idée, c'est de se projeter aussi sur le long terme. Admettons qu'on se retrouve le printemps prochain sans avoir eu à activer tout ça, quelque part, tant mieux. Mais ça ne veut pas dire qu'on est sorti de ces histoires de risque de pénurie. Et il faut se projeter sur les hivers prochains et se préparer dès maintenant, mettre en place des mesures pour passer les prochains hivers, être plus résilient énergétiquement. Donc, je vais revenir sur quelques sujets qui concernent les communes directement. L'éclairage public, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui est dans les mains des communes. Et je vous montre ici, en fait, l'état de notre parc d'éclairage public. Vous voyez qu'il y a plus de la moitié qui n'est pas encore en LED. Donc, sur simplement le changement d'ampoules avec des sources mercure ou fluorescence compacte, qui seront interdites d'ailleurs complètement d'ici l'année prochaine, il y a un potentiel d'amélioration significatif pour pour nous sur notre parc avec vous pour réduire cette consommation sur l'éclairage public. Au-delà du changement des sources lumineuses, il y a des solutions aussi qui existent, qui rendent l'éclairage plus dynamique. Je ne vais pas entrer dans le détail dans le cadre de ce webinaire, mais c'est juste pour montrer que pour les communes qui l'ont déjà fait, il y a des économies jusqu'à 70 voire 80% qui peuvent être atteintes grâce à des scénarios d'abaissement de l'éclairage, de régler ça en fonction des événements, des week-ends ou autres, par zone, réduire au maximum son éclairage public. Je voulais aussi mentionner le chauffage à distance, parce que ça c'est un des leviers
majeur pour décarboner les bâtiments sur l'ensemble d'un quartier ou sur plusieurs quartiers ou même à l'échelle complète d'une commune. C'est vraiment une solution. Alors, ça demande plus de temps à mettre en place, plus d'investissement aussi, même si des solutions d'investissement existent, mais c'est vrai que ça permet vraiment d'utiliser des ressources, des ressources locales d'énergie. Aussi de pouvoir être adapté en fonction des contextes d'une commune qui peut utiliser soit de l'eau, soit du bois, soit des rejets de chaleur. On peut aussi valoriser l'eau des steppes. Donc voilà, le développement de chauffage à distance et les extensions de ces réseaux sont quelque chose qui pourrait être aussi analysé par les communes pour marcher sur le long terme. Au-delà du chauffage à distance, différentes démarches qui peuvent être mises en place. Je mentionne le CECB+, qui est souvent la porte d'entrée pour activer des rénovations énergétiques. Et les communes peuvent le réaliser pour leurs propres bâtiments, mais aussi soutenir les audits énergétiques au sein pour la population, les propriétaires immobiliers. Il y a des soutiens du canton qui existent d'ailleurs pour ces audits énergétiques. J'ai parlé de CAD, de chauffage à distance en forme de contracting, mais évidemment, on peut faire aussi des installations photovoltaïques en contracting sur des bâtiments publics. Les appels d'offres groupés pour le photovoltaïque, c'est quelque chose qui se fait aussi de plus en plus dans les communes pour permettre aux habitants, aux propriétaires de mutualiser les coûts et la démarche de déploiement de ces panneaux sur leur toiture. Et puis enfin, je voulais mentionner qu'on a différents programmes pour vous conseiller, pour vous accompagner dans cette démarche pour mener la transition sur votre territoire, notamment sur la rénovation énergétique du parc bâti. On a un programme dédié qui permet de faciliter ce dialogue entre les propriétaires et les autorités, et puis d'activer vraiment ces audits énergétiques et ces scénarios de rénovation. De la même manière, il s'agit aussi d'impliquer et d'engager davantage les citoyens dans la transition. À nouveau, là, on a aussi un programme qui permet de faciliter le contact avec les habitants et de renforcer les liens entre la commune et la population. Et puis, je mentionne juste pour terminer ce rôle de la commune pour informer et sensibiliser ses habitants dans le contexte actuel où là, voilà, on peut aussi organiser des soirées à l'attention des habitants dans le but de faciliter la prise de conscience et puis le passage à l'action dans les gestes de réduction de consommation. Voilà, pour conclure, résumé, on l'a dit, la situation, elle reste tendue. Les risques de pénurie sont toujours là. Les pénuries ne peuvent pas être exclues, donc c'est important dès à présent d'économiser toute forme d'énergie, que ce soit gaz ou électricité, vu qu'on a vu, c'est corrélé, histoire de maintenir les réserves pour le plus longtemps possible, surtout pour le moment où l'hiver serait le plus rigoureux. Cela, ça concerne tout le monde, hein, c'est un effort collectif qu'il faut faire, mais ça nous permet. Parce que c'était le mot de la fin de Philippe Corbeau, j'ai l'impression qu'on l'a perdu. Toujours est-il qu'il en était à la conclusion. Donc voilà, vous l'avez sous les yeux. Si jamais il doit revenir, il reviendra. Il nous a lâchés au bon moment, fort heureusement. Il y a passablement de problèmes de son, hein, qui ont été signalés. Apparemment, on entendait mal monsieur Corbeau. Nous, de notre côté, on l'entendait très bien. Donc j'ai bon espoir que du côté du replay et de l'enregistrement, ça ne pose pas de problème. Je vous rappelle que vous aurez cet enregistrement et vous pouvez donc retrouver cette participation et cette présentation de monsieur Corbeau, histoire de voilà, bien avoir tout entendu et tout compris pour tout ceci. En tout cas, merci à toutes et à tous pour vos présentations respectives. Je pense que monsieur Corbeau n'a pas l'air de revenir. J'ai l'impression que notre réseau Internet du côté de Roll est tombé en pénurie avant même l'heure. Dans tous les cas, il est grand temps de passer aux questions maintenant à 18h06. On en a énormément qui sont arrivées dans le chat. On vous en remercie. Beaucoup de questions techniques, beaucoup de questions qui concernent à la fois l'approvisionnement du côté de Romande Énergie, mais aussi les mesures du côté du canton. On va essayer d'en donner quelques-unes comme ça à l'oral pour avoir des questions directes. La première qui nous vient, quand et comment seront annoncées les zones et les horaires de délestage? Est-ce possible de discuter des zones sensibles? Si oui, avec qui? Est-ce que c'est avec l'état-major cantonal ou est-ce que c'est avec Romande Énergie?
Merci pour cette question. Je crois que je vais pouvoir commencer une réponse, du moins. Donc, du côté des gestionnaires de réseau de distribution, on est en train de préparer les plans de délestage en fonction des zones qu'on va pouvoir après transmettre aux différentes communes. On est en train simplement aujourd'hui de se coordonner avec le canton et l'état-major cantonal de conduite, bien évidemment, pour la diffusion de ces plans, pour des questions de sécurité de population, tout simplement. Donc, on doit se coordonner, avoir les différents accords et les différents droits pour mettre à disposition. Cela étant, si une fois on aura ces différents droits, on pourra les diffuser via le portail des communes pour le gestionnaire de réseau Romande Énergie, dont vous avez accès pour les différentes communes, pour mettre à disposition uniquement votre commune, bien évidemment. Et le moment venu, de toute façon, même si ces plans de délestage ne sont pas encore à disposition, mais ce qui devrait être le cas d'ici là, il y aura plusieurs canaux de communication, dont un, le gestionnaire de réseau de distribution, bien évidemment, il va communiquer par courrier, par site internet, un maximum de canaux différents pour informer du début, de l'heure, de la date de délestage et puis dans quelle partie les différents consommateurs se trouvent personnellement, bien évidemment. Et bien évidemment, l'état-major cantonal de conduite a aussi des canaux de communication qui vont aussi activer en parallèle pour pouvoir transmettre les informations et les différents éléments qu'on aura transmis et qu'on aura coordonnés avec cet organe. Alors, je ne sais pas si l'état-major veut compléter ma réponse de ce côté-là, sans souci. Donc, oui, par rapport à cette question-là, il a été évoqué par M. Egnauer. Nous sommes en étroite corrélation avec l'équipe d'Austral et les gestionnaires de réseau. Bien entendu, l'information de base vient de ces instances-là et nous relayerons, comme ça a été indiqué, par nos propres canaux, justement pour diffuser le plus largement et de manière la plus ciblée toutes les informations qui seront nécessaires au pilotage de la situation qui se présentera. Donc, pas d'éléments complémentaires réellement, mais oui, je confirme qu'il y aura différents canaux. Si vous avez des questions sur les éléments sensibles, vu qu'il était aussi, ce mot-là était posé dans la question, vous devez vous adresser à votre gestionnaire de réseau de distribution. Donc, si c'est une commune, vous pouvez passer par M. Philippe Corbeau, qui nous relayera l'information, ou les différentes adresses que vous avez à disposition en main des communes pour qu'on parle de cette thématique-là. On a Merci. aussi une autre thématique qui est revenue plusieurs fois dans les questions. Elle concerne tout ce qui va concerner l'achat de génératrices. Donc, j'en prends une des questions qui concerne cette thématique. L'achat de génératrices pour le PRU nécessite un délai de 8 à 12 semaines. Existe-t-il des options plus rapides ou de rechange en cas de non-livraison avant le délestage? Est-ce que ça Oui, inspire donc, quelqu'un? cette génératrice a été évoquée préalablement. La situation sur le marché est tendue autant pour les communes que pour les particuliers, mais également les institutions au niveau des cantons. Donc, on est tributaire des mêmes conditions, du même environnement. On n'a malheureusement pas de solution plus rapide ou plus simple pour acquérir ce type d'équipement. Et en termes de réserve, on a bien entendu des dispositifs pour les services de secours, mais on n'en a pas plus. Donc, on est, comme je l'ai indiqué, tributaire du contexte actuel. Pas d'autres éléments d'information à ce stade. Merci pour la réponse. Au niveau du contingentement maintenant, donc avant la phase de délestage, comment cela va-t-il se passer techniquement lorsque le quota d'électricité aura été utilisé? Qu'est-ce qui se passe? Donc on en a parlé, un quota de 20, 30, 40, 50%, donc c'est un chiffre donné, le GRD est au courant de ce chiffre et puis quand on arrive à 41-42%, il se passe quoi? On dépasse ou alors on est coupé net? C'est une très bonne question, merci. La première, c'est que j'ai pas de réponse stricte à vous donner. Il y a 2 possibilités, vu qu'il y aura 2 parties de gestion pour ce genre de dépassement. Il y aura celle de Austral, qui sera là pour
on va dire, recevoir les dénonciations du GRD, les obligations de dénonciation du GRD des personnes qui dépassent le contingent. Donc, eux auraient le pouvoir d'imposer certaines coupures ou d'autres restrictions si besoin. En cas immédiat, en cas de menace au niveau de l'approvisionnement. Et le deuxième organe, ça sera par la suite, a posteriori, du pénal pour l'entreprise qui a dépassé le contingent. Nous, Romand d'énergie, on ne va pas aller de notre propre chef sans ordre supérieur couper le gros consommateur. Merci pour ces précisions. Avant la phase de délestage, est-ce qu'il est prévu de renforcer les restrictions, comme par exemple les activités ne pourront pas fonctionner durant un délestage, des stations de ski, des bains thermaux ou autres? Alors, avant la phase de délestage, bien évidemment, pendant la phase de contingentement, les restrictions sont toujours de mise. Les restrictions qui étaient la première phase de la phase 4 via l'ordonnance. Donc, tout ce qui était interdit dans cette phase-là va rester, en plus du contingentement. Je crois que Madame Claire avait presque envie de réagir à cette question. Pensez au micro simplement. Le micro est coupé. Il reste coupé, toujours. C'est bon. Voilà. Oui, voilà. Non, je voulais peut-être juste compléter ce que M. Ecknauer avait dit, c'est qu'on ne connaît pas la teneur exacte des ordonnances qui sont en cours de rédaction au niveau fédéral, mais ce n'est pas impossible qu'il y ait plusieurs niveaux de restriction qui soient prévus en disant, ben voilà, alors c'est toujours des exemples, hein, les jacuzzis et les saunas sont interdits, puis qu'il y ait des niveaux plus sévères de restriction, stations de ski, patinoires, enfin voilà, donc c'est pas ça, on est dans l'attente des résultats des travaux au niveau fédéral, oui. On a aussi des questions j'ai remis mon micro, oui, c'est bon. On a aussi des questions qui concernent, le délestage et ces fameux délestages cycliques, hein, 33-50 avec quelqu'un qui se pose la question de la véritable efficacité. Parce que alors effectivement, un délestage où on coupe 50 des points, on va dire, de consommation, c'est 50 de consommation en moins immédiate. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque énorme de rattrapage à la fin du délestage? Est-ce que sur une longue période, on peut estimer qu'on est réellement à ces 50 ou est-ce que finalement, pas tant que ça? Alors oui, il y aura forcément un phénomène de rattrapage. C'est pour ça que tout ce qui est plan de délestage austral est fait sur les puissances maximum hivernales du réseau. Donc du coup, c'est vraiment la puissance la plus élevée qu'on a eue sur les dernières années et c'est là-dessus qu'on dimensionne. Il y aura forcément des décalages entre le 33 et le 50, c'est pas une science exacte, mais l'effet sera 100 présent et on a des marges pour ça. Très bien, c'est clair. Une question maintenant peut-être pour l'état-major cantonal concernant le PRU, une question de précision. Il faudrait donc un PRU, qui représente 5 000 habitants. Ce chiffre est-il automatiquement arrondi ou peut-il varier dans le cas d'un village, par exemple, de 5 500 habitants? Est-ce que du coup, il faut un deuxième PRU pour 500 habitants supplémentaires ou est-ce qu'on a une marge de négociation? Alors, non, c'est pas un chiffre qui est arbitraire. Donc, si une commune veut organiser pour 5500, ça joue au même titre que si plusieurs communes désirent se grouper pour des raisons logistiques ou de nombre d'habitants, c'est aussi possible. Très bien, merci. Toujours sur, les PRU, il y a quelqu'un qui nous dit: «Pour les PRU, il me semble que la notion de pérennité n'avait pas été mentionnée comme telle dans toutes les présentations auxquelles, cette personne avait pu assister. Pourriez-vous clarifier ceci, s'il vous plaît?» Cela impliquerait notamment, bah, de changer certaines décisions prises en termes de localisation, et de bâtiments. Donc, la question de la pérennité de ces PRU. Thomas. En l'occurrence, le concept fédéral est destiné à différents cas de figure où il y aurait besoin justement de pouvoir accueillir et informer la population de manière de proximité ou délocalisée. Quand je dis délocalisée, c'est véritablement pour
pour chaque commune d'avoir un emplacement défini pour ça. Et là, il y a différents cas de figure, comme des questions de radioactivité qui pourraient se faire et qui nécessiteraient l'évacuation, des situations de séisme, par exemple, où on a une population qui est dans une situation de détresse, où les moyens de transmission, de communication seraient rompus. Et là, on doit pouvoir disposer de ce type de dispositif pour donner une réponse à la population. Ce qui veut dire que ce n'est pas uniquement pour cette période hivernale que cela est concerné. Aussi sur le plan énergétique, cela a été mentionné, on est susceptible de faire face à ces situations de manière récurrente cette année, mais l'année suivante et peut-être également encore en 2025, que sais-je, même peut-être au-delà. Il y a tout un cas, une série de cas de figure pour lesquels ces points de rencontre d'urgence pourraient être nécessités. Donc, idéalement, oui, il faudrait avoir des emplacements qui puissent tenir dans la durée, mais maintenant, on doit parer au plus urgent. Comme dit le chef d'état-major, quand on a de conduite, quelque chose tout de suite, le reste ensuite. Donc là, on va déjà parer au plus pressé. Mais si d'aventure, on arrive à avoir des sites ou une localisation qui est idéale pour justement s'inscrire dans cette notion de durée, c'est bien entendu préférable. La population s'y retrouvera aussi de manière plus facile dès lors qu'il connaît un emplacement et que ce n'est pas une seule fois, mais que c'est pour des années à venir. Donc, idéalement, il faudrait que ce soit quelque chose de pérenne. Voilà pour la réponse que je peux donner à ce stade. Merci pour cette réponse qui clarifie un petit peu cette question et qui évite surtout apparemment de changer une décision déjà prise. Au niveau des inquiétudes des communes, on a l'impression qu'on retrouve beaucoup à tout ce qui va concerner les STEP, avec une question qui est assez représentative de ce qu'on a pu voir passer dans le chat. La majorité des STEP consomment plus de 100 000 kWh. En cas de dépassement des 100 000 kWh, allons-nous être pénalisés lors du contingentement? Alors, si c'est contingentement, je pense que c'est pour moi. Ouais. Donc, effectivement, aujourd'hui, on attend toujours bien évidemment les documents, malheureusement, des ordonnances du Conseil fédéral sur le sujet. Aujourd'hui, les documents en nos mains stipulent aucune, on va dire, exemption au contingentement. Donc aujourd'hui, oui, tout à fait. Après, je pense que peut-être Madame Claire peut compléter Ouais. aussi au niveau des steps. Oui, alors là, je parle pour mes collègues qui s'occupent de protection des eaux au sein de la direction de l'environnement. Bon, bah, comme l'a rappelé M. Hackenauer, on est vraiment en attente de ces ordonnances parce qu'il y a certains secteurs qui sont on pense aux STEP, on pense aussi au domaine de la santé, où ils ont fait leur modélisation et ils se rendent compte qu'ils arrivent à économiser 10% de leur consommation, mais que économiser plus, ça se ferait au détriment ça aurait des impacts non négligeables. Et puis donc la question, disons, une des options qui est sur la table, c'est que ce type de consommateur serait soumis à contingentement pour 10%, mais pas forcément pour les taux supplémentaires. Mais ça encore, on n'en sait rien. Et c'est vrai qu'au niveau du canton, nous sommes aussi beaucoup en attente pour ces questions de STEP, savoir, disons, est-ce qu'elles sont, elles sont soumises au contingentement, à quel taux? Et puis si elles doivent économiser et pour cela déverser dans des zones sensibles, est-ce qu'elles pourraient être amenables? Est-ce que l'ordonnance sur la protection des eaux continue à s'appliquer? Donc oui, c'est des questions, comment dire, très sérieuses, mais en tout cas, mes collègues de la protection des eaux ont contacté toutes les STEP du canton avec vraiment, en leur demandant de faire l'inventaire de toutes leurs installations, y compris les stations de pompage-relevage qui sont sur le réseau. Et puis, cette situation, elle est suivie. Ce qu'on peut quand même vous dire, c'est au niveau des STEP, d'essayer d'économiser tout ce qui est, tout ce qui relève pas du traitement, mais dans les bâtiments, enfin voilà, de faire quand même modéliser le maximum d'économies d'énergie possible sans affecter le fonctionnement de la STEP. Merci. Je propose qu'on prenne encore peut-être deux à trois questions, parce qu'on en a de toute façon énormément. On ne pourra pas répondre à toutes, mais rassurez-vous, en même temps que vous recevrez ou un petit peu après, d'ailleurs, le replay, peut-être qu'on pourra vous envoyer le replay d'abord, mais on essaiera de vous envoyer une foire aux questions. On regroupera toutes ces questions avec des réponses par écrit
qui vous permettront d'avoir quelque chose de plus clair et puis surtout d'avoir chacune de vos questions et vos cas particuliers qui sont adressés. Une longue question qui vient d'arriver, c'est une des dernières, mais elle est intéressante au niveau du délestage qui a lieu. Et ça, c'était une question donc tout à fait technique. On a vu sur le schéma du réseau, le délestage a lieu au niveau de la transformation moyenne tension. Ça veut dire qu'en cas de délestage, toutes les installations autoproductrices qui sont donc derrière ce réseau-là seraient elles aussi coupées. Est-ce que ça aggravera pas encore la pénurie? Et puis surtout, est-ce qu'on aurait, du côté de Romande Énergie, j'imagine, un chiffre sur la production qui serait perdue en cas de délestage? Et puis, est-ce que ça serait pas plutôt envisageable de faire des délestages intelligents en sauvegardant cette production qui est dans la majorité des cas en plus de l'énergie renouvelable? Oui, merci pour la question. Donc, tout à fait, déjà par l'affirmative, quand on va faire les délestages moyenne tension, on va perdre tout, les nouvelles énergies renouvelables, donc autoproductrices qu'il y a dans le réseau, moyenne tension et basse tension en aval, du poste de distribution. Donc, ça, c'est certain. Est-ce que ça va aggraver la pénurie? On va dire bien évidemment, d'une certaine mesure. Tout dépendra de la période de quand arrive la pénurie. Si c'est un mois où il fait moche, ça va pas changer grand-chose. Si c'est un mois où il y a du soleil, il y aura un petit peu, tout en sachant que la production est un peu plus faible au niveau hivernal. Donc, l'impact sera, un peu moins grave que si on aurait une pénurie en plein été. Pour autant que les charges, c'est pas pareil, hein, bien évidemment. Heu et est-ce que ce serait, quelque chose d'intelligent de pouvoir les sauvegarder? Bien évidemment, mais aujourd'hui, on n'en a pas techniquement la capacité. C'est pour ça qu'on a commencé à installer chez les différents consommateurs de ce qu'on appelle des compteurs intelligents, des smart meters, et c'est grâce à eux que dans le futur, on pourra, se permettre de pouvoir faire du pilotage, à distance, de, on va dire, l'ensemble des installations à basse tension et pouvoir sauvegarder, ce type, de production. Je n'ai pas de chiffre exact sur la production qu'on pourra perdre, sur un mois de février-mars avec l'ensemble des installations, «câblées» entre guillemets sur notre réseau électrique. Je n'ai Merci pas pour de cette, chiffre non plus, mais on pourra le fournir dans la liste de questions-réponses qu'on enverra après le webinaire. On pourra préciser notre capacité de production photovoltaïque. Bien sûr. Une avant-dernière question, pourquoi ne pas entreprendre des mesures plus strictes dans l'immédiat, hein? On sait que les petites communes, certaines, vont avoir tendance à supprimer leurs illuminations de Noël. Les roues du marché de Noël, elles, sont toujours montées. Les citoyens s'interrogent sur cette manière de faire, nous dit-on. Est-ce Est-ce que que est-ce que vous voulez répondre du côté de Gaulion ou bien je me lance? Voilà, donc là, le canton a pris, disons, les devants disons, en promulguant ce décret concernant les éclairages. Et la volonté était de favoriser, enfin, d'imposer un certain nombre de mesures d'énergie tout en n'étant pas complètement extrémiste dans les restrictions imposées. Et il nous a semblé important qu'une partie disons, des festivités de fin d'année puissent quand même avoir lieu, spécialement après 2 années de pandémie durant lesquelles les festivités avaient été bridées. Après, c'est clair qu'il y a selon les communes, c'est des situations assez, disons, les décisions qui sont prises peuvent être assez différentes entre des communes qui décident de n'avoir aucune illumination de Noël et puis des autres qui limitent les périodes d'éclairage. Voilà. Euh, Ce que nous estimons, c'est que vu que c'est une situation qui a vocation à durer non pas seulement cet hiver, mais aussi probablement plusieurs hivers prochains, il faut apprendre à vivre, disons, de manière plus sobre, mais sans couper du tout ou rien. On préfère essayer d'orienter la société vers globalement un fonctionnement plus sobre, plus économe, mais qui permette quand même d'avoir des moments festifs, des moments en fait, de consommation. Donc, c'est plutôt ce qu'on a voulu faire avec le décret, c'était une invitation à moins consommer, mais sans aller dans le tout ou rien, parce que si on coupe tout, c'est pas non plus une posture qui est tenable à plus long terme.
Voilà, après, c'est clair que voilà, on a vu cette question de la roue de Noël. Les organisateurs ont affirmé que par ailleurs, ils arrivaient à économiser, je ne sais plus si c'était 15, 20 ou 30% par rapport aux années précédentes, notamment peut-être en réduisant la durée de l'événement. Voilà, ça, je laisse les organisateurs de cet événement libres de leurs propos. Je profite de cette réponse pour peut-être rajouter une dernière question. Ça devait être Il y avait l'avant-dernière cette encore semaine. Monsieur Lampert de l'EMCC qui souhaitait Oui, alors intervenir. allez-y, pardon. Je voulais juste aussi préciser que c'est une problématique auquel on va faire face, à laquelle on fait face, qui est sur le plan national. Que le canton prenne des mesures plus restrictives que les autres cantons, c'est quelque chose qui n'est pas compréhensible pour la population. Alors, bien entendu, nous prenons des mesures avec un dialogue qui est transversal avec d'autres cantons, mais ça, c'est nos cantons qui sont voisins. La problématique est nationale. On ne peut pas prendre des mesures qui sont en dehors d'un cadre national. Et le pilote, quelque part, a été mentionné au départ, ça reste la Confédération avec son dispositif qui est sous l'égide de l'Office fédéral de l'approvisionnement économique et austral. Donc, bien entendu, on ne peut pas faire n'importe quoi. Même si on le voulait et on voulait être bon élève, quelque part, ça s'inscrit dans une globalité et il doit y avoir une certaine cohérence d'ensemble. Je voulais juste préciser ceci. Très bien, merci pour la précision. Et moi, du coup, je rajoute peut-être une question autour de ce décret qui entre en vigueur aujourd'hui, le 15 novembre. Au moment où vous l'avez cité, il y a eu, j'ai eu l'impression, pas mal de surprises parmi les commentaires et j'ai cru comprendre que certaines communes n'étaient en tout cas pas spécialement informées. Pouvez-vous revenir sur le décret entrant en vigueur aujourd'hui? Ça ne nous dit rien. C'est un des commentaires qu'on a pu avoir. Oui. Alors, donc c'est un décret qui a été, le Grand Conseil a adopté début novembre 2 décrets pour faire face à cette situation urgente. Bon, le premier décret que je ne vais pas mentionner dans le détail, ça concerne plutôt les GRD pour identifier les grands consommateurs qui seraient soumis à contingentement. Puis le deuxième décret, c'est un décret qui vise justement à économiser de l'énergie dans le domaine de l'éclairage. Ça concerne principalement l'éclairage commercial, dans lequel on demande que les commerces éteignent disons, leur vitrine à enseigne lumineuse 2 heures après la fermeture du commerce et ne le rallument qu'1 heure avant l'ouverture du commerce. Après, il y a encore d'autres dispositions concernant des recommandations pour l'éclairage des bâtiments publics. Donc, c'est un décret qui vise à limiter la consommation d'énergie dans le domaine de l'éclairage public, des bâtiments publics, des surfaces commerciales, mais ça ne concerne pas les privés. Et puis, je ne l'ai pas sous les yeux et je ne le connais pas par cœur, mais il devrait bientôt être sur le site de l'État de Vaud sous vd.ch/pénurie. Voilà, donc il y a une communication qui va être faite aux communes sur les tenants et aboutissants de ce décret. Merci pour les précisions qui éclaireront un petit peu les lanternes respectives de Voilà. chacun en parlant d'éclairage. Une dernière question en guise de conclusion parce qu'elle est finalement assez significative. Dans son communiqué de presse du 2 novembre 2022, la Confédération se veut rassurante. La sécurité d'approvisionnement en électricité de la Suisse pour l'hiver 2022-2023 n'est pas gravement menacée. C'est peut-être un tournant un petit peu dans la communication qu'on a par rapport à cette problématique-là et cette affirmation a peut-être un petit peu semé le doute par rapport à ce qu'on vient de dire tout aujourd'hui. Donc, quel est le retour de chacun là-dessus et peut-être le mot de la fin, le mot de conclusion par rapport à d'un côté Berne qui nous dit c'est grave, c'est pas grave et nous qui disons c'est grave, c'est pas grave et on ne sait plus sur quel pied danser. Enfin, un tour de table. On peut. Oui, oui. Non, mais c'est clair que cette communication de Berne a quand même été un peu malheureuse et puis elle a surinterprété les conclusions d'une étude qui a été faite pour évaluer la situation de survenance d'une pénurie grave. Ce qui ressort quand même, c'est que
comment dire, l'étude estime qu'à 87%, on va passer l'hiver sans souci. Ce qui veut quand même dire qu'il y a 13% de chances qu'on ne passe pas l'hiver sans souci. Et donc, 13% de chance ou de risque ou de probabilité, comme on veut le dire, c'est quand même un risque qui est loin d'être négligeable. Donc, c'est pourquoi, en fait, la situation est quand même toujours tendue et on doit se préparer à ces situations alors qui est évalué à 13%. Moi, je trouve que c'est un chiffre, enfin voilà, on va plutôt peut-être dire entre 10 et 15%, mais c'est une probabilité qui est loin d'être faible. Et puis, les impacts d'une pénurie d'électricité seraient tels, c'est extrêmement important qu'on est obligé d'être préparé. L'électricité, elle fait fonctionner quasiment l'entier de la société. Dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'urgence, dans le domaine des télécommunications et puis dans tous les domaines de la société, l'électricité est indispensable. Alors même s'il n'y a que, entre guillemets, 10% de chances que une pénurie grave se produise, en tant qu'autorité, on ne peut pas ne pas être prêt face à ce risque de pénurie, surtout si on sait qu'il risque d'arriver. Voilà, donc, mais je pense qu'effectivement, la communication des résultats de cette étude comme ça, balancé avec un communiqué de presse, ça a semé malheureusement beaucoup de doutes parmi tous les gens qui suivent cette pénurie. Et puis, il y a quand même quelque chose à retenir de ce communiqué de presse, c'est qu'il mettait aussi en avant que les 87% de chances que l'hiver se passe sans souci, c'était à condition que la société, donc la population, les entreprises, les communes, les autorités, l'ensemble de la société fasse les efforts d'économie nécessaires. Voilà, et ça, c'était aussi, il faut aussi le signaler. Alors voilà, donc les résultats disons, la communication qui a été faite est malheureusement un peu contre-productive car elle sème beaucoup d'incertitudes de la part de chez ceux qui la reçoivent. Voilà. Est-ce que quelqu'un autour de la table a quelque chose à rajouter par rapport à cette conclusion? Moi, je veux bien compléter les propos tant que mon internet me lâche pas, si vous m'entendez, mais je voulais rebondir sur ces propos de Madame Claire, tout à fait juste, et pour dire que c'est vrai que ça a semé beaucoup de doutes, hein. Beaucoup de communes nous ont dit, mais en fait, toutes ces efforts qu'on nous demande de faire, quel est le sens en fait de tout ça si maintenant on nous dit qu'on passe l'hiver? Je pense que déjà dans un premier temps, l'effort qu'on fait maintenant, il n'est pas inutile, même si il se passe rien l'hiver qui arrive, on aura au moins eu un niveau de préparation quand même très avancé pour se prémunir à l'avenir. Et puis dans tous les cas, au printemps prochain, la transition énergétique, elle n'aura pas été faite. Donc la dépendance aux importations fossiles, qui est de l'ordre de plus de 70%, c'est toujours une réalité au mois d'avril-mai de l'année prochaine. Donc, ce risque de toujours être dépendant d'importation d'énergie est toujours là. Donc, il faut continuer cet effort aussi bien côté sobriété, réduction de nos consommations, optimiser les processus d'efficience énergétique et puis évidemment faire en sorte d'augmenter le potentiel des énergies renouvelables. Donc ça, c'est trois axes qu'il faut pas baisser les bras là-dessus, malgré la communication du 2 novembre dernier du Conseil fédéral. Et l'un des pardon, du côté de l'EMCC, il y avait une réaction. Non, simplement, je vais rebondir un petit peu sur les éléments qui ont été mentionnés. La Confédération a mentionné que la communication qui avait été faite était un peu maladroite et malheureuse parce qu'elle ne reflétait pas tous les paramètres qui sont à considérer. On ne maîtrise pas tout, on est extrêmement dépendant de l'étranger. Sur ces facteurs-là, on n'a pas de poids et on ne peut pas prendre influence. Donc, on est susceptible de subir quand même une situation difficile. Et si ça survient et qu'on n'est pas prêt, les enjeux ou les impacts seront tels que ce n'est pas acceptable. On ne peut pas se permettre de ne pas se préparer. À l'heure actuelle, les mesures qu'on peut prendre, c'est plutôt pour limiter l'effet des impacts, ce n'est pas pour les maîtriser pleinement. Et en l'occurrence, si on n'est pas prêt, le chef MCC le dit, malheureusement, on peut avoir des situations dramatiques avec des gens qui sont dans des situations de santé délicates, qui malheureusement ne passeront pas l'hiver si on ne prend pas les mesures qui sont nécessaires. On ne peut pas prendre ce risque-là. Il y a donc des mesures de précaution à prendre pour éviter de se retrouver dans des situations désastreuses. Et je terminerai par ça de mon côté.
Très bien, merci pour cette réaction. Il reste simplement Nicolas Etnauer. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter pour finir, boucler le tour de table? Non, je confirme tout ce que mes autres collègues intervenants ont dit. Et juste pour terminer, c'est que Austral, qui est en charge de ça, nous, chaque jour, on se prépare à pouvoir mettre en application les différentes mesures. Donc, on est prêt à le faire. C'est testé, c'est des documents qui sont contrôlés. Donc, eux, ils ne relâchent pas la pression, bien au contraire. Parfait, merci pour vos réactions. Madame Claire, une dernière. Oui, c'est vraiment. Alors ça, c'est une information très pratique. Donc, le canton de Vaud organise des formations pour les concierges et agents d'exploitation pour réduire la consommation énergétique dans les immeubles par des offres, par des aspects juste de réglage, des installations techniques. Et puis, on a encore deux dates pour lesquelles il y a des places disponibles, le 22 novembre à Yverdon et le 24 novembre à Payerne. Donc, vous trouvez, donc c'est tout à fait ouvert pour tous les concierges qui travailleraient dans les bâtiments communaux. C'est gratuit. Et puis, vous trouvez l'information sur vd.ch/concierge. Très bien, merci pour cette précision et peut-être un dernier argument pour tous ceux qui douteraient un petit peu plus de l'immédiateté de la pénurie, bien leur rappeler que de toute façon, en économisant et en réduisant un petit peu sa consommation, ils prennent essentiellement le risque de réduire leurs factures au pire du pire du pire du pire. Donc c'est de toute façon pas franchement très grave d'essayer de réduire tout ce qu'on peut réduire de toute façon. Merci à toutes et à tous pour vos présentations. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. On est encore 67. On en a perdu 30 en route pendant les questions, mais on peut le comprendre à cette heure-ci, qui ont répondu et qui ont posé toutes ces questions. Je pense que ça a été qualitatif. Ça a permis de répondre à plein de choses. Toutes les questions qui restent en suspens, sachez qu'on va les envoyer à nos experts, à nos orateurs, là, qui vont pouvoir y répondre par écrit et pouvoir vous les transmettre. Je pense que ça se fera en deux temps. Un premier temps, vous aurez le replay, sinon vous allez attendre un petit moment, j'ai peur. Et dans un deuxième temps, toujours sur la même adresse mail que vous avez fait pour vous inscrire, vous recevrez cette foire aux questions qui vous permettra d'avoir tout ça avec les présentations et de pouvoir prendre ça à tête reposée. Avec le replay à côté, enfin, vous ferez comme vous voulez, mais pour avoir bien tous les éléments. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une bonne soirée à nos orateurs et puis bonne soirée à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée. Merci, au revoir. Bonne soirée, au revoir à tous et toutes.